Salut! Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car la triste histoire de Ellie Good commence maintenant. Ellie Good est née le 6 février 2002 à Calne, une jolie paisible petite ville anglaise. Elle s'appelait en réalité Eleanor, mais tout le monde, sa famille, ses amis, ses proches l'appelaient Ellie. C'était une adorable petite fille qui grandit entourée de son grand frère Ben, de ses parents Matthew et Carol. La famille Good vivait heureux à Calne, une agréable petite ville de 18 000 habitants dans laquelle il fait bon vivre, où tout le monde se connaît. Calne se situe dans l'un des comtés les plus sûrs du royaume avec un taux de délinquance extrêmement faible. Calne est également réputé pour sa qualité de vie et ses nombreux espaces verts. Depuis toute petite, Ellie nourrissait une véritable passion pour les chevaux. Elle partageait d'ailleurs cette passion avec sa maman avec qui elle était très proche. Elle prenait les cours d'équitation depuis sa plus tendre enfance et au fil des années, elle était devenue une cavalière confirmée. Elle participait à de nombreux concours d'équestre et avait remporté de nombreux trophées. Aussi, elle rêvait d'associer sa passion à son futur travail et Ellie voulait faire partie de la police nationale. Elle était encore au lycée en dernière année et souhaitait ensuite poursuivre des études en psychologie à l'université. Ses amis la décrivent comme une jeune fille souriante, joyeuse et spontanée. Elle était très appréciée car elle était drôle et pétillante. Elle travaillait dur au lycée afin d'obtenir son diplôme, l'équivalent du baccalauréat. En parallèle de ses études, elle venait de trouver un petit emploi comme serveuse. Ellie apprenait également à conduire et commençait à regarder les universités pour l'année suivante. En janvier 2019, un mois avant son 17e anniversaire, elle commença à sortir avec un certain Thomas. Ils fréquentaient tous les deux le même lycée et comme Ellie, Thomas avait 17 ans. C'était son premier petit ami sérieux. Ils se connaissaient depuis des années et elle avait toujours eu un petit faible pour lui. Ils fréquentaient le même groupe d'amis et partageaient tous les deux la même passion, l'équitation. Aussi, lorsqu'il l'invitait à sortir, elle était très ravie et très excitée. Elle en parla d'ailleurs à sa maman qui était sa plus grande confidente. Mais l'histoire d'amour ne durera que quelques mois puisqu'en mai 2019, Ellie décidera de mettre fin à cette relation. Les examens de fin d'année approchaient et elle avait de plus en plus de pression. Elle était très studieuse et préférait se concentrer dans l'immédiat sur ses études. Enfin, c'est ce qu'elle dira, mais ce n'était qu'une excuse. En effet, Ellie commença à se poser des questions sur son histoire d'amour. Elle en avait marre d'être obligée de voir Thomas tous les soirs. Si elle ne le faisait pas, il le prenait mal et lui faisait des reproches car Thomas était assez étouffant, très possessif. Il exigeait qu'ils se voient seuls sans leur ami. Ellie, de son côté, avait un bon groupe d'amis, bon groupe de copines. Elle ne voulait pas s'isoler. Et lui, Thomas, quant à lui, dès les premiers mois de la relation, il commença à parler de mariage d'enfants. Ellie n'était absolument pas à ce stade-là. Elle voulait profiter de son adolescence, de ses amis, de ses sorties. Elle voulait prendre le temps de vivre son histoire d'amour. Ellie désirait plus de légèreté dans leur relation. Elle ne souhaitait pas être prisonnière de Thomas. L'idée du mariage la faisait peur et elle en parla d'ailleurs à l'une de ses meilleures amies. Elle lui raconta qu'elle ne voulait plus être avec lui car il devient de plus en plus oppressant. Ce n'était pas ce qu'elle souhaitait. Mais malheureusement, elle ne se doutait absolument pas que Thomas prendrait mal leur séparation. Ces derniers temps, avant que leurs histoires ne finissent, Thomas devenait de plus en plus possessif. Il voulait qu'elle soit toujours avec lui, notamment lors des pauses déjeuner. Il était plutôt introverti et ne voulait pas se mêler aux autres. Il avait besoin que d'elle. Cependant, Ellie, quant à elle, était très sociable. Elle avait des envies de rire, de s'amuser, d'aller sortir, manger avec ses amis.
et cela provoquait de plus en plus de disputes entre eux. C'est d'ailleurs suite à une énième dispute à ce propos qu'elle finit par se convaincre qu'il fallait mettre un terme à cette relation. Le soir même, le 2 mai 2019, elle se confia à sa mère sur sa situation, sur la possessivité extrême de Thomas. Et sa mère la conforta dans son choix et lui conseillera de le quitter. Elle lui dira en ce moment-là que si elle n'était pas heureuse, qu'elle se sentait prisonnière de cette histoire, la meilleure chose à faire était d'y mettre terme à cette relation. Sa mère la reconforta également en lui disant qu'elle était brillante, qu'elle n'aurait aucun mal à trouver quelqu'un d'autre qui lui correspondrait mieux plus tard. Son père, quant à lui, n'appréciait pas trop Thomas, il le trouvait bizarre. Il se méfiait de lui car il avait le regard un peu fuyant. Ses parents connaissaient bien Thomas car il l'avait invité à manger chez eux lors de son 17e anniversaire. Ils étaient alors ensemble depuis 1 mois et ce soir-là, au bout de 5 mois de relation, elle envoya un message à Thomas afin de rompre avec lui. Après avoir mis fin à cette histoire, elle fait un post sur Facebook dans lequel elle se disait soulagée de la décision qu'elle avait prise. Cependant, Thomas lui refusait la rupture et lui répondit « Nous ne pouvons pas nous séparer. Nous devons discuter et trouver une solution. » Il la supplia de revenir sur sa décision. Il lui disait qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, mais pour Ellie, c'était fini. Elle resta ferme sur sa décision. Le lendemain, le 3 mai 2019, la journée commença normalement pour la famille Gould. Ellie prit son petit déjeuner avec ses parents ce matin-là. Elle n'avait pas cours. Elle décida de rester à la maison pour réviser. Elle s'était mise d'accord avec l'une de ses amies pour qu'elle passe la récupérer après le déjeuner afin d'aller au lycée ensemble pour les cours de l'après-midi. Ses parents, quant à eux, sont partis au travail. Son frère Ben, lui, avait cours. Ellie se retrouva donc seule à la maison. Vers 15 heures, après son travail, son père rentra, il gara sa voiture, puis se rendit dans la cuisine. Il déposa son téléphone sur la table et du coin de l'œil, il aperçut quelque chose qui l'intrigue et le glaça en même temps. Il aperçut des jambes dépasser l'îlot central de la cuisine et il s'approcha. C'étaient les jambes de sa fille Ellie qui étaient allongées à plat ventre face contre le sol. Cette vision le tétanisa. Quelques instants plus tard, il se précipita vers elle. Il pensa tout de suite qu'elle était tombée et dans sa chute s'était cogné la tête. Il se pencha un peu pour voir si elle allait bien et il va remarquer en la touchant qu'elle était froide. Mathieu était pétrifié, choqué dans l'incompréhension la plus totale et appela immédiatement les secours. Il l'appela, criait son nom, mais Ellie ne se réveillait pas. Dans ce cas où il essaya de se raisonner pour comprendre ce qui s'était passé, peut-être Ellie avait cherché en montant sur le plan de travail, attraper quelque chose et à ce moment-là, elle aurait pu glisser en se cognant la tête violemment contre le sol. Mathieu était abasourdi. Il cherchait à comprendre ce qui avait bien pu se passer. Quelques instants plus tard, en attendant les secours, il se rendit compte qu'à l'autre bout de la pièce, il y avait des éclaboussures de sang. Ces traces de sang étaient trop bien loin. Cela ne pouvait pas être le résultat d'une chute. L'attente des secours lui sembla une éternité. Mais au fond de lui, il savait qu'il était trop tard. Il savait que sa fille était morte. Il appela ensuite son épouse Carole en lui disant qu'Ellie avait eu un accident, que les secours arrivaient et qu'il avait besoin d'aide. Carole, complètement affolée, partit tout de suite en direction de la maison. Lorsqu'elle arriva, elle a dû se garer un peu plus loin car le quartier était envahi de voitures de police et d'ambulances. Et c'est lorsqu'elle parvint à rentrer chez elle que son mari lui annonça la mort de leur fille, Ellie. Carole était dévastée.
Le secours arrivait sur les lieux et en quelques minutes, il retournait. Ellie est dans sa main droite le couteau encore planté dans son cou. Tout laissait supposer qu'elle s'était donné la mort avec celui-ci. Mais les policiers trouvaient que la position dans laquelle elle avait été retrouvée semblait suspecte. En effet, elle était allongée sur le ventre, elle avait dans sa main droite le couteau encore planté dans son cou. À vue d'œil, on ne pouvait pas déterminer le nombre de ses blessures. Mais ses parents rejetaient tout de suite la thèse de se donner la mort. Pour eux, ça ne pouvait être qu'un accident. Un malheureux accident. L'enquête de proximité commença rapidement. Certains voisins diront avoir entendu des bruits provenant de chez eux et certains avaient remarqué un adolescent portant une capuche dans les alentours. Et d'autres avaient repéré la présence d'une voiture étrangère au quartier. Une enquête fut ouverte pour assassinat, d'autant plus que les résultats de l'autopsie révèlent assez rapidement qu'elle avait reçu 13 coups de couteau. Il était donc impossible qu'elle se soit infligée elle-même. Elle avait aussi de nombreuses blessures défensives ainsi que des marques sur son cou qui montraient qu'elle avait été étranglée. Ellie avait donc été assassinée. Son amie qui devait venir la récupérer fut interrogée. Elle raconta qu'Ellie lui avait envoyé un message pour lui dire de ne pas venir la chercher. Elle lui avait envoyé plusieurs messages en retour, mais Ellie n'avait pas répondu à aucun de ces messages. C'est en interrogeant les différentes copines que les enquêteurs vont découvrir une information assez importante. Ils découvrirent que Ellie venait de quitter son petit ami la veille et Thomas, lui, depuis la rupture, avait envoyé de nombreux messages à ses amis en leur disant qu'il ne se sentait pas bien, qu'il n'avait pas bien dormi la nuit et qu'il cherchait à avoir Ellie. En examinant le téléphone de la jeune fille, la police découvrit plusieurs messages et appels en absence de Thomas. Selon toute vraisemblance, qu'elle avait répondu à aucun message ni aucun appel de son petit copain. À 18 h ce jour-là, Thomas fut arrêté devant chez l'un de ses amis car il était soupçonné d'avoir tué Ellie. Lors de son arrestation, les policiers vont immédiatement retrouver des traces sur son cou et son visage. Lorsqu'il fut arrêté, ses premiers mots furent « Est-ce que ma petite amie va bien ? Je ne l'ai pas vue aujourd'hui. » Les policiers n'avaient pas de preuves solides contre lui. Ils ne pourraient donc pas le retenir bien longtemps. Aussi, une course contre la montre s'engagea. Rapidement, ils vont découvrir que ce jour-là, Thomas ne s'était pas rendu au lycée. Ce matin-là, sa mère l'avait bien déposé devant l'établissement, mais il n'était pas présent en cours. Parallèlement, un voisin identifia Thomas comme étant le jeune homme à la capuche aperçu dans le quartier. Un autre voisin confirmera ensuite l'avoir vu en fin d'après-midi marcher sur le bord de la route. Il le déposera d'ailleurs devant son lycée. Cet après-midi-là, Thomas envoya plusieurs messages, dont des selfies assez inquiétants à ses amis. On pouvait y voir quelques blessures, des griffures sur son visage. Il disait « Je pense que tout le monde a remarqué que j'ai été mal ces derniers temps et je dois vous dire pourquoi. Moi et Ellie allons faire une pause et voir comment ça se passera après les examens. En plus de cela, mon père a un cancer et ma grand-mère a été hospitalisée pour des problèmes cardiaques. » Il ajoutera ensuite « J'ai été tellement stressé ces derniers temps que je ne sais pas comment y faire face. Je me suis gratté partout, autour de cou, et comme ce groupe en quelque sorte devenu comme mes meilleurs amis, je ne sais pas à qui d'autre en parler. » Interrogé par les policiers à ce propos, il racontera qu'il avait eu un accident, mais après avoir observé ses blessures de plus près, il conclut que ce sont des blessures défensives, sûrement causées par Ellie qui luttait sans doute pour sa vie. En examinant ses chaussures, il découvrit des traces de sang
et l'analyse ADN confirmera plus tard qu'il s'agissait bien du sang d'Eli. Ils avaient suffisamment à présent de preuves pour garder Thomas. Lui, de son côté, déclara qu'il n'avait rien à voir avec l'assassinat d'Eli. Il admit qu'il avait mal pris la rupture, qu'il avait eu mal à dormir cette nuit-là, car il ne comprenait pas pourquoi elle avait quitté. Il racontera ensuite que ce jour-là, il avait effectivement séché les cours et qu'il avait passé toute la journée dans les bois, seul à réfléchir. C'était une chose qu'il avait l'habitude de faire. Cependant, les taches de sang retrouvées sur ses chaussures le désignaient comme impliqué dans le meurtre d'Eli. Il fut donc accusé de meurtre et incarcéré en attendant son procès. Lors de l'audience préliminaire le 7 mai, en plus des taches de sang sur ses chaussures, l'accusation apportera de nouvelles preuves. Ils montreront les vidéos des caméras de surveillance d'un bus qui avait filmé durant le trajet la voiture de la mère de Thomas, à côté de chez Eli. Or, Eli et Thomas ne vivaient pas dans la même commune. Son smartphone avait un service de localisation activé. Selon les informations recueillies, il avait quitté son domicile entre 10h45 et 11h. Il était arrivé chez Eli vers 11h. Il était resté jusqu'à 11h51. Ces nouvelles informations confirmèrent un peu plus le rôle de Thomas dans la mort de son ex-petite amie. Les funérailles d'Eli eurent lieu le 29 mai 2019 à l'église Sainte-Marie de Calne. Nombreux étaient ceux qui souhaitaient lui rendre un dernier hommage et apporter leur soutien à sa famille et à ses amis. Le 9 août 2019, son procès s'ouvrit. Devant de nombreuses preuves présentées par l'accusation lors de l'audience préliminaire, Thomas décida de plaider coupable. Il écrit une lettre lue par ses avocats dans laquelle il avoua son crime et s'excusa pour tout ce qu'il avait fait. « Je suis désolé. Je sais très bien que les excuses ne suffiront jamais, mais j'espère qu'avec le temps, je pourrai montrer à quel point je suis désolé. » Dans cette lettre, il déclara avoir des soucis de santé mentale. D'ailleurs, la défense tentera de le faire passer pour irresponsable au moment des faits, mais en vain. Le lundi 3 mai 2019, sa mère le déposera devant les portes de son lycée. N'acceptant pas que leur histoire se termine ainsi, il voulait une explication concernant leur rupture. Il envoya plusieurs messages à Eli, mais elle, de son côté, ne répondait à aucun message. Et ce matin-là, lorsqu'il arriva au lycée, il demanda aux autres élèves si quelqu'un n'avait pas vu Eli. On lui répondit qu'elle ne serait présente que l'après-midi car le matin, elle n'avait pas cours. Sûrement, elle doit se trouver chez elle. Il sortit de l'établissement en envoyant un mail pour s'expliquer qu'il ne se sentait pas bien et qu'il serait absent ce jour-là. Il se rendit à la gare routière et prit un bus pour rentrer chez lui. Il fut filmé par les caméras de vidéosurveillance. On peut le voir seul, assis et plutôt calme. Une fois arrivé chez lui, il continua à envoyer des messages à Eli et il portait un petit pull noir et des baskets blanches. Il se changea ensuite et mit un sweat à capuche noire ainsi que des baskets noires. Il faisait chaud ce jour-là et il n'y avait aucune raison de se changer pour mettre des vêtements plus chauds. C'est alors qu'il a aperçu sa mère arriver à l'improviste à la maison. Il ne voulait pas qu'elle le trouve et il court se cacher dans l'un des placards dans sa chambre en attendant qu'elle reparte. Une fois sa mère repartie, il prit sa voiture qu'elle avait laissée à la maison alors qu'il n'avait pas son permis. Il se rendit chez Eli afin de lui demander des explications. Au départ, elle ne voulait pas lui parler, mais devant son insistance, elle se décida à lui ouvrir la porte et à le laisser entrer. Thomas voulait s'expliquer avec elle. Il espérait qu'après cela, ils se remettraient ensemble, mais Eli lui répondit qu'elle ne voulait plus être avec lui. Elle voulait se concentrer sur ses études et ses amis. Elle ne voulait plus avoir de petits copains.
Thomas ne supporta pas ce rejet d'Élie. Il se met de plus en plus en colère et au fur et à mesure de la discussion, le ton monta. Et perdant son calme, il se met dans un excès de rage à l'étrangler. Élie se débattait de le griffer, mais Thomas, qui était un sportif de haut niveau, était bien trop fort. Au bout de quelques instants, elle s'évanouit et tomba inconsciente sur le sol. Il prit alors un couteau dans la cuisine et lui infligea 13 coups au niveau de son cou. Lorsqu'il reprit ses esprits, dira-t-il, il se rendit compte qu'il y avait du sang partout. Il s'empressa de nettoyer la scène du crime avec ses vêtements et certains vêtements d'Élie. Puis, il mit tout dans un sac poubelle. Il tenta également de nettoyer ses chaussures avec le tablier de cuisine de la mère d'Élie. Il nettoya aussi le couteau en prenant bien soin d'effacer toutes ses empreintes. Une fois le couteau nettoyé, il le prit avec un torchon et il le plaça dans la main de la pauvre Élie pour faire croire qu'elle s'était donné la mort. Il utilisa ensuite son doigt pour déverrouiller son téléphone et envoya un message à sa copine qui devait venir la récupérer pour lui dire que finalement, elle n'avait pas besoin qu'elle vienne. Elle n'irait pas à l'école. Ce jour-là, elle allait rester à la maison pour réviser. Enfin, il prit le tablier et le sac poubelle et rentrait chez lui avec la voiture de sa mère. Il gara la voiture au même endroit qu'il avait trouvé. Il retira ensuite ses vêtements, les mit dans la machine à laver et prit une douche. Après tout, il sort de chez lui, se dirigea avec le sac poubelle dans la forêt où il le jeta. Alors sachez que ce sac n'a jamais été retrouvé. Puis vers 15 h, il envoya un message sur le groupe d'amis pour dire qu'il se sentait mal depuis qu'Élie et lui s'étaient séparés. Il n'était pas bien du tout et s'était auto-mutilé. C'était la raison pour laquelle il avait des égratignures sur le cou et le visage. Il voulait ainsi justifier les traces qu'Élie lui avait laissées alors qu'il se débattait férocement pour sa vie. Puis Thomas se mit à marcher le long de la route. C'est d'ailleurs là qu'il fut pris en voiture, pas loin des voisins, qui le déposa devant son école. Souvenez-vous du témoignage. Il ne rentrera pas dans l'établissement, il attendit aux alentours que sa mère vienne le récupérer. Comme c'était prévu, elle le déposa ensuite chez l'un de ses amis et c'est là qu'il fut arrêté vers 18 h. Il a été jugé que le meurtre n'avait pas été prémédité car il n'avait pas emporté l'arme du crime avec lui. Il fut néanmoins condamné à la prison à perpétuité, mais la défense fit appel en utilisant une loi anglaise qui stipule qu'aucun mineur ne pouvait être condamné à passer toute sa vie en prison. Cet appel fut pris en compte et Thomas fut de nouveau condamné à perpétuité, mais avec la possibilité de libération conditionnelle après 12 ans et demi. Cette peine fut un grand bruit et fut très controversée. Les parents d'Élie, choqués et abattus, avaient l'impression que la justice leur a fait faux bond. Ils déclarèrent que le système ne soutenait pas les victimes, mais plutôt les meurtriers. En décembre 2019, le procureur et les avocats de la famille y voulaient une peine plus lourde, mais celui-ci fut rejeté. Ainsi, notre histoire se termine ici. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.